Bonjour, chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 semaines, la Banque du Canada nous annonçait sa plus récente décision de politique monétaire. En fait, la Banque a relevé son taux directeur de 4,5 à 4,75 dans une décision que je dirais controversée. Du moins, j'étais parmi les critiques de ceux qui disaient que la Banque du Canada n'avait pas à faire ça. Et aujourd'hui, la Banque du Canada a publié les délibérations, le résumé des délibérations entourant cette prise de décision. Alors, je vous invite à regarder ça ensemble. Parce qu'on y apprend que la Banque du Canada a carrément le nez collé sur la vitre. Et là, laissez-moi vous expliquer pourquoi. On regarde ça tout de suite ensemble. Donc, résumé des délibérations du Conseil de direction pour la décision du 7 juin 2023. On connaît la décision, on connaît les raisons pour lesquelles la Banque du Canada a relevé son taux directeur rapidement. C'est en raison de fortes exportations, d'une consommation des ménages plus forte qu'anticipée, d'un rehaussement de l'inflation en mars et en avril et de l'évolution du marché du travail qui reste tout de même assez serré au pays. Pour justifier justement le renversement de sa chemise, donc la Banque du Canada qui est passée d'une pause qui avait été décrétée en janvier à une hausse en juin dernier. Et la Banque nous détaille plusieurs raisons. Donc, je me permets de vous les lire ici. Donc, le Conseil a exploré plusieurs explications possibles pour expliquer la vigueur des dépenses des ménages. On se rappelle qu'au premier trimestre de 2023 au Canada, la consommation des ménages a été plus forte qu'anticipée par la Banque du Canada. La croissance annualisée au pays a été de 3,1 Puisque les taux, et là c'est la première raison, puisque les taux d'intérêt réels ne sont devenus restrictifs que récemment, l'incidence du resserrement passé de la politique monétaire doit encore se faire pleinement sentir. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi les ménages ont dépensé plus que prévu. Ensuite, on nous dit le décalage dans la transmission de la politique monétaire pourrait être plus long qu'à l'habitude. Donc, encore une fois, le décalage de la politique monétaire. Puis, on nous parle du surplus d'épargne et de la forte croissance démographique au pays. On se rappelle que le Canada, en 2022, a accueilli plus d'1 million d'immigrants. Mais entre vous et moi, on sait que le décalage ou le délai de transmission de la politique monétaire dans l'économie est fort probablement, le facteur le plus influent dans la consommation des ménages qui a été plus élevée qu'anticipée. C'est principalement à travers le renouvellement des hypothèques que les ménages se sentent de plus en plus serrés. Donc, j'entends des histoires de gens qui voient leur hypothèque se renouveler cette année et dont les paiements augmentent de plus de 500 $ par mois. C'est ce qui fait mal au portefeuille et c'est ce qui fait mal aussi à l'économie dans la mesure où 500 $ ne sera pas dépensé au restaurant, dans certaines activités ou dans la rénovation de la maison, mais bien dans simplement le paiement de l'hypothèque. Mais là, la Banque nous dit qu'il est impossible de déterminer quelle explication l'emportait. Quoique, à mon avis, à mon humble avis, évidemment, le délai de transmission est probablement l'élément qui a le plus d'impact. Et là, la Banque nous dit qu'elle avait assez de données pour déterminer que la politique monétaire devait être plus restrictive que prévu. Et là, ça l'a amené justement à cette hausse de taux d'intérêt. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi le Canada est probablement à l'aube d'une période de déflation, non pas de désinflation, de déflation. Laissez-moi vous expliquer. En fait, ici, ça a été publié sur Twitter, je trouve que c'est une image qui parle beaucoup. Alors, je vais simplement tasser le graphique pour que vous soyez en mesure de comprendre ce qui se passe du côté de l'inflation. Alors, lorsqu'on resserre les conditions monétaires, voici ce qui se passe. Les taux d'intérêt augmentent, le crédit devient plus difficile. En raison de ça, les marchés anticipent une baisse de la demande en biens et services, ce qui fait que le prix des commodités, le prix des marchandises est réduit. Ensuite de ça, les prix des intrants pour les producteurs diminuent, ce qui fait baisser le prix pour les producteurs. Le prix des grossistes, eux, finissent par baisser parce que le prix des producteurs ont diminué, ce qui fait que les marges des entreprises se retrouvent diminuées pour rester compétitives en période de ralentissement. Les entreprises ont tendance à baisser leurs prix, ce qui réduit leurs marges. Et vous voyez justement l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui diminue en raison justement des baisses de prix qui sont décrétées par les entreprises. Et bon, l'inverse est aussi vrai lorsqu'on veut stimuler l'économie. Et là, vous me dites où on est dans le cycle. Eh bien, ici, on se retrouve environ ici, c'est-à-dire que les prix des intrants pour ce qui est des entreprises ont diminué fortement et on est tout près de voir ces baisses de prix se répercuter dans l'économie. Et laissez-moi vous donner un bon exemple. Le Canada est en fait très bien positionné pour se retrouver dans ce cycle-là. Donc, le prix des marchandises, bien, regardez ce qui se passe du côté du cuivre, par exemple, qui est en baisse de pratiquement 20-25 % depuis le sommet qui a été atteint au début 2023.
autre marchandise essentielle dans la production des biens et services, le pétrole, donc le crude oil, qui est en baisse significative. On parle d'essentiellement 40 depuis depuis l'été 2022. Et les prix des intrants, c'est-à-dire les prix des commodités, des marchandises qui entrent dans la production des entreprises au pays, en baisse de 18 sur une année. Donc, on voit que les entreprises dépensent de moins en moins pour obtenir les matières premières nécessaires à la production de leurs biens et services. Et évidemment, ça va se répercuter tôt ou tard dans les prix vendus aux particuliers. Alors, les prix des fabricants, donc des grossistes, eux, sont en baisse de 6,3 sur une année. Et là, on parle de déflation. On ne parle pas de désinflation dans ce cas-ci. On parle carrément de déflation, donc de baisse de prix. Et ça se répercute dans les prix chez les grossistes. Par exemple, le prix des exportations au pays qui est en baisse significative. Et même chose du côté des prix des importations qui commencent à baisser légèrement parce que, bien sûr, la baisse des prix des matières premières affecte le prix des grossistes au pays, mais aussi à l'extérieur, dans les pays étrangers, ce qui fait que le prix des importations canadiennes devient moins cher aussi, tout comme le prix des exportations. Maintenant, tranquillement, mais sûrement, ces baisses de prix du côté des producteurs, du côté des matières premières, se répercutent et se transfèrent dans l'économie du côté de l'IPC, donc de l'indice des prix à la consommation, qui lui aussi continue de diminuer malgré le timide rebond connu en avril dernier. On voit aussi des signes de déflation du côté de la masse monétaire au pays. Donc, on regarde ici les mesures de masse monétaire M2, M2++ qui sont sur le point d'entrer en zone négative, alors que les mesures de M1 sont, elles, en zone négative. Alors, tout porte à croire que le Canada est à l'aube de connaître une période déflationniste et que la mesure prise par la Banque du Canada de rehausser son taux directeur de 25 points de base au début juin dernier était inutile, à mon avis, et va simplement augmenter le choc de politique monétaire lorsque l'absorption par l'économie va être faite à 100 %. Maintenant, un petit mot du côté de la Fed. Aujourd'hui, on avait un témoignage de Jérôme Powell devant le Congrès. La Fed qui nous dit que d'autres hausses de taux directeur sont à venir. Peu importe que ce soit 25 ou 50 points de base, c'est essentiellement du passé. Les marchés regardent vers l'avant. Tout ça est escompté. Ce qu'il faut surveiller pour savoir où vont s'en aller les marchés boursiers, où va s'en aller l'économie, en fait, c'est ce qui est important, c'est de savoir où s'en va l'économie. Alors, 3 séries de données. Bien sûr, les demandes de chômage aux États-Unis. Donc, United States Jobless Claim 4-week average. Donc, on voit que ça continue d'augmenter, ce qui veut dire qu'on pourrait voir le taux de chômage augmenter dans pas très long. Ce sont des données qui sont prospectives. Ensuite de ça, il faut continuer de surveiller les PMI, donc l'activité économique aux États-Unis. Est-ce qu'elle va continuer à se contracter ou elle va se relever? Ça va être très, très significatif pour la suite du côté des marchés boursiers. Et bien sûr, personal saving, donc l'épargne des ménages aux États-Unis, qui est à un niveau extrêmement bas actuellement après, évidemment, les stimulus qui ont été envoyés durant la période de la COVID. Donc, l'épargne aux États-Unis qui est à 800 milliards. Donc, c'est un niveau qu'on a connu la dernière fois autour de 2010-2011. Alors, les ménages sont de plus en plus serrés. Il y a moins d'argent dans le portefeuille, ce qui veut dire qu'on devrait voir, évidemment, la consommation ralentir aux États-Unis éventuellement. Et le même phénomène est appelé à se manifester au Canada avec le renouvellement des hypothèques qui se continue jour après jour, mois après mois au pays et qui resserre les capacités à dépenser des ménages. Alors, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez, vous aussi, que la Banque du Canada a le nez trop collé sur la vitre ou si la Banque du Canada a les deux yeux dans le même trou. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.